Aurore Bergé, ministre des Solidarités et des Familles. Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, chère Charlotte, Madame la rapporteure générale, chère Stéphanie, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les députés. Le ministère des Solidarités et des Familles est au cœur des besoins essentiels de nos concitoyens. Il les accompagne dans leur vie quotidienne, à tous les âges de leur vie, à chaque étape de leur existence. Après l'examen du texte au Sénat, je tenais à restituer devant vous, pour cette nouvelle lecture, les grands axes prioritaires que contient le PLFSS, un PLFSS pour toutes les familles. Notre ambition est claire, aider toutes les familles et s'en donner les moyens, dans un contexte marqué par une baisse accrue de la natalité ces 10 dernières années. Je crois profondément à la capacité de nos politiques familiales à réduire cet écart entre le désir d'enfant et sa réalisation concrète. Rien ne doit empêcher les familles de pouvoir se constituer sereinement. Aider les familles, ce n'est pas seulement verser des prestations, aussi importantes soient-elles pour les soutenir. C'est également leur donner des droits, les accompagner dans leurs choix et dans leur organisation de vie. Les moyens de la branche famille augmenteront de 2 milliards d'euros supplémentaires en 2024, notamment pour mettre en œuvre le chantier du service public de la petite enfance, définitivement adopté il y a 2 semaines, et je salue les rapporteurs Paul Christophe et Christine Lenabour. Nous accompagnerons les communes et leur intercommunalité dans son déploiement avec 6 milliards d'euros de moyens de la sécurité sociale consacrés à ce service public jusqu'en 2027 pour augmenter le nombre de solutions d'accueil financées, investir et surtout revaloriser les professionnels de la petite enfance. Toujours dans cette optique de donner plus de choix aux familles, la réforme du complément mode de garde entrera en vigueur en 2025. Il sera alors, vous le savez, étendu à toutes les familles monoparentales jusqu'aux 11 ans révolus de leurs enfants. Il sera encore renforcé en 2025 pour que le reste à charge soit enfin le même pour toutes les familles, qu'elles choisissent de faire garder leur enfant en crèche ou auprès d'une assistante maternelle. À cela, et comme je l'ai annoncé, nous ajouterons la mise en place dès 2025 d'un nouveau droit, un congé familial, un congé mieux rémunéré après les congés maternité et paternité. Il donnera enfin la possibilité à tous les parents qui le souhaitent de s'arrêter, de s'occuper de leurs jeunes enfants dans ces tout premiers mois. Par ailleurs, et plus que jamais, l'autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap est au cœur de notre engagement. Tout d'abord parce que l'objectif global de dépenses qui finance nos établissements et services augmentera de 4 % en 2024, soit davantage que les 2,5 % d'inflation anticipée. Cette hausse des moyens, elle traduit nos engagements envers les familles et envers les professionnels du secteur. Pour en citer quelques-uns, développement des centres de ressources territoriaux pour accompagner le virage domiciliaire, recrutement de 50 000 professionnels soignants en EHPAD, mise en place d'un tarif plancher pour soutenir les aides à domicile, financement des 2 heures de convivialité pour lutter contre l'isolement social. Nous sommes en train d'aller plus loin puisqu'aujourd'hui même, ce soir, avec la proposition de loi Bien vieillir, nous pourrons continuer à avancer. Elle contient des éléments de réponse concrets. Je pense à la carte professionnelle pour les aides à domicile, au fonds de soutien à la mobilité, à la lutte contre les maltraitances, au droit opposable à la visite des familles en EHPAD. Et je salue encore le travail des rapporteurs Laurence Cristol et Annie Vidal. Et comme l'a confirmé la Première ministre hier, oui, nous ferons la loi de programmation du grand âge. Le projet de loi sera déposé avant l'été et soumis au vote avant la fin 2024. Et ce projet de loi, nous le construirons ensemble, c'est-à-dire gouvernement, parlementaires, dans un cadre transpartisan associant tous les groupes politiques qui le souhaiteront et les associations d'élus locaux, de manière à avancer ensemble sur cette légitime demande à la fois des parlementaires, mais surtout des Français. Cette loi de programmation, elle doit nous permettre de collectivement nous poser 3 questions cruciales. Quels seront les nouveaux besoins liés au financement de notre population à horizon 2030 ? Comment devrons-nous les financer et selon quelle trajectoire ? Je n'ignore évidemment rien des difficultés actuelles d'un trop grand nombre de nos EHPAD et de nos services d'aide à domicile. Nous avons débloqué un fonds d'urgence de 100 millions d'euros avec la Première ministre dès cet été. Les commissions départementales ont toutes été installées avant fin septembre.
et elles vont rester de manière à assurer le suivi du déploiement et elles seront pérennisées pour mobiliser tous les leviers disponibles pour soutenir les établissements en difficulté. Le PLFSS apporte, vous le savez, une première réponse structurelle avec la possibilité pour les départements qui le souhaitent de fusionner les sections soins et dépendance. C'est une mesure importante en termes de financement qui, une fois le PLFSS adopté, sera expérimentée avec des départements pilotes. À la suite des discussions ayant eu lieu au Sénat, et comme je m'y étais engagée, ce sera bien une véritable expérimentation dont le processus d'évaluation rigoureux nous permettra de nous assurer que cette nouvelle possibilité qui leur est offerte fonctionne effectivement, on expérimente et sur cette base et sur cette évaluation, on généralise éventuellement. Nous modifierons les modalités de cette expérimentation afin qu'elle permette notamment à plus de départements de s'engager s'ils le souhaitent. C'est un souhait notamment de la rapporteure Caroline Janvier. Je compte également sur la réforme des fonds de concours de la CNSA pour mieux soutenir les départements dans leurs efforts et rendre véritablement lisible la politique publique que nous menons en matière d'autonomie. Cette réforme, là aussi, elle sera co-construite avec les départements pour 2025, de manière à mettre en place une compensation de l'État à la hauteur, forte et lisible. L'engagement que j'ai pris, c'est la prise en charge à 50% de toutes les dépenses nouvelles des départements, APA et PCH incluses, en particulier donc pour le virage domiciliaire. Cette ambition, nous avons souhaité qu'elle commence à prendre forme dès l'année prochaine. Par amendement intégré au Sénat, le PLFSS intègre une nouvelle enveloppe de 150 millions d'euros dès 2024, une enveloppe supplémentaire qui s'ajoute à la progression des concours historiques et qui cible mieux l'effort pour viser un taux de compensation à 40% pour l'ensemble des départements concernant l'APA. Je souhaite que les moyens nouveaux bénéficient aussi en priorité aux départements qui agissent le plus fortement en faveur du bien vieillir et qui s'y engagent. Je pense notamment aux services d'aide et d'accompagnement à domicile. Ce PLFSS est enfin, comme vous le savez, un texte de mise en œuvre de nos engagements concernant le handicap, notamment ceux annoncés par le Président de la République lors de la dernière conférence nationale du handicap. Je pense d'abord au déploiement des 50 000 nouvelles solutions pour les personnes en situation de handicap. Et la priorité que j'ai fixée avec Fadila Khattabi, c'est bien de créer d'abord des solutions pour les adultes en situation de handicap, notamment les 10 000 personnes qui aujourd'hui sont encore dans des établissements pour mineurs, dits amendements Creton. Nous devons en finir, c'est une question de justice et une question de dignité. Et les personnes qui ont dû en effet partir malheureusement parfois loin de notre pays. Nous créons aussi un véritable service de repérage et d'orientation des situations de handicap chez les enfants dès le plus jeune âge de 0 à 6 ans, qui doit nous permettre d'en finir avec les pertes de chance. Nous facilitons également leur quotidien en améliorant leur pouvoir d'achat. Nous étions, j'espère, toutes et tous aujourd'hui avec un duo d'aide. Certains d'entre eux ont besoin de fauteuils. Le reste à charge est colossal pour les familles. Certaines en viennent être réduites à faire des cagnottes sur les réseaux sociaux. Ce sera fini dès l'an prochain. Les familles n'auront plus à débourser un seul euro pour acheter un fauteuil adapté. Je crois que c'est un progrès majeur. Et ces progrès, ils sont possibles pour accompagner les personnes âgées et les personnes handicapées grâce à la création de la 5e branche qui est relative à l'autonomie et la part supplémentaire, vous le savez, de 0,15 points de CSG, soit 2,6 milliards d'euros, qui lui est dévolue à partir de l'an prochain. Nous consommons désormais plus de la moitié de ce surplus dès 2024 et la trajectoire de dépenses ambitieuse déjà prévue, nous parlons quand même d'une augmentation des moyens de 30% sur le quinquennat 2022-2027, l'utilisera d'ailleurs intégralement. Les réformes à venir, celles des fonds de concours de la CNSA, le vote, je l'espère, de la proposition de loi Bien vieillir et la loi de programmation que nous travaillerons ensemble devront évidemment intégrer des évolutions majeures. Enfin, le texte s'est enrichi par les amendements parlementaires tant proposés au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Je pense à nos territoires ultramarins, avec la création d'une véritable maison territoriale pour les personnes handicapées à Saint-Martin, qui permettra d'assurer au territoire, enfin, le soutien plein et entier de la CNSA, y compris financièrement, ce qui n'était pas possible jusqu'alors. Je pense aussi à nos aidants. Je salue le travail de nombreux parlementaires, Paul Christophe, Annie Vidal, Thibault Bazin notamment, Servane Hugues. Nous rendrons possible le renouvellement des droits à l'allocation journalière du proche aidant pour chaque nouvelle personne aidée. Parce qu'on peut être aidant plusieurs fois dans sa vie ou en même temps au bénéfice de plusieurs personnes. Et nous prolongerons également en 2024 l'expérimentation du dispositif de relayage au domicile des personnes
en attendant, en tout cas je le souhaite, une généralisation du dispositif de relayage. C'est donc une nouvelle méthode de co-construction qui s'est installée et qui doit s'amplifier dans l'année qui vient, à la fois avec les associations d'élus, les départements sur la réforme des fonds de concours et avec vous tous sur la loi de programmation du grand âge. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est maintenant à Madame